Hello, salut c'est Tig, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va créer un petit module JavaScript Vanilla, donc sans l'utilisation de librairie Jest. La création d'un module va permettre à ce que le code qu'il contient soit facilement maintenable et transportable vers d'autres projets. Ici, notre module consistera à vérifier des conditions sur chaque champ d'un formulaire et de faire jouer une animation CSS en cas d'erreur. Il s'appliquera à tous les formulaires de nos pages ou seulement à des formulaires que l'on renseignera à l'aide d'une option. Allez, on passe sans plus attendre à la pratique. On se retrouve sur un fichier HTML avec deux formulaires, un de connexion et un d'inscription. Ces formulaires comportent des champs et un bouton de type Submit. Cette page appelle une ressource JavaScript. C'est ici que l'on créera notre module que l'on nommera Checker, au vu de l'animation qu'il adoptera en cas d'erreur. En principe, nous voulons que notre module fonctionne indépendamment du reste de notre projet, et que l'on puisse accéder seulement à ce qu'il nous retourne. On crée alors notre module. On lui attribue un namespace que l'on nomme Checker. De cette façon, nous pourrons piocher des méthodes qui nous retournent. Hop, on va faire un console.log de hello. Et on va mettre les deux parenthèses. Ici, notre module n'est rien d'autre qu'une fonction anonyme, ou closure si vous préférez, qui s'appelle elle-même. On voit bien que notre hello s'affiche dans la console. Ce qui rend notre module auto-exécutable, c'est ces deux parenthèses-là. Si on retourne sur notre fichier index.html, et que l'on fait un console.log de window, on s'aperçoit que notre module est bien déclaré dans notre scope global. Nous pouvons donc appeler ce qui nous retourne d'où on veut. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire. Allez, checker, on va faire un checker.init. En revanche, comme nous l'indique la console, notre module ne comprend pas init, on va donc le lui enseigner. Rappelez-vous, on aura un accès seulement à ce que notre module nous retourne. Donc ici, on déclare un objet vide, que l'on nomme self. Var self égale un objet vide. Maintenant, on va remplir self de la méthode que l'on appelle depuis l'extérieur. Donc init, self init égale function, donc une closure. Et on va mettre hello en console. Et on n'oublie pas, évidemment, de retourner notre self. On peut apparenter cette méthode init à une méthode publique, car nous pouvons l'appeler de l'extérieur. Là, nous venons d'utiliser une structure spécifique appelée le module pattern. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir s'occuper de nos formulaires, à commencer par récupérer tous les formulaires de notre page. Alors c'est parti, form, donc nos formulaires, on les récupère à l'aide de query selector, all. Donc on récupère tous nos formulaires. Form ici, c'est donc nos balises ici, form. Maintenant, si on affiche nos formulaires dans la console, qu'est-ce que ça nous retourne? On voit que ça nous retourne une liste de nœuds. Cette liste de nœuds contient plusieurs propriétés. Elle comprend le for each. En revanche, si l'on se rend sur Mozilla Firefox et que l'on affiche la console, ça nous renvoie également une autre liste, donc une liste de nœuds. Cependant, on voit que les propriétés qu'elle contient ici ne comprend pas for each. Il y a item, length, mais ça ne comprend pas for each. Donc ce que l'on va devoir faire, c'est convertir notre liste de nœuds en tableau. Donc on fait un array.from, et voilà. On affiche, et maintenant, on voit que l'on récupère bien un tableau. Et sur Mozilla Firefox, voilà, on a bien notre tableau qui lui comprend notre for each, du coup, qui est ici. Maintenant que l'on a bien récupéré nos deux formulaires, eh bien, on va écouter l'événement submit pour chacun d'eux. De cette façon, à chaque soumission de formulaire, nous pouvons adapter notre code en fonction. Donc, pour chaque formulaire, for each, on écoute l'événement. On voit s'il y a un événement event listener de submit, donc à chaque soumission, function, voilà, et on annule le comportement par défaut, prevent default, console.log form. J'ai oublié un petit E ici, listener. Voilà, donc maintenant, si l'on clique sur un formulaire, on voit bien notre formulaire qui s'affiche.
Ici, si on ne met pas notre prevent default et que l'on clique, on voit bien qu'on a carrément une soumission et donc du coup ça nous remonte la page, tout ça. Nous, c'est pas ce que l'on veut. C'est pour ça que l'on rajoute prevent default pour empêcher le comportement par défaut. Nous, ce que nous voulons faire, c'est qu'à la validation d'un formulaire, eh bien qu'on puisse vérifier des conditions sur chacun des champs. On va donc récupérer nos champs au même titre que les formulaires. Donc field égale à array from pour convertir this query selector all. Donc on va récupérer les inputs et les text area. Il n'y en a pas ici, mais voilà, on va quand même les récupérer. Text area. Et ici, on va faire un console.log. Console.log de fields. Maintenant, si l'on clique sur le formulaire de connexion, si on valide le formulaire de connexion, on a bien les deux inputs. Donc ici, on utilise le contexte 10 pour préciser que c'est bien ce formulaire-là que l'on interroge. En effet, si maintenant on clique sur s'inscrire, on voit que l'on a bien 4 inputs, 1, 2, 3, 4, et non 2 inputs. Maintenant, on va parcourir nos champs et faire notre petit système de vérification pour chacun des champs. Donc on définit un tableau, error, qui est pour le moment vide, et pour chaque champ, donc for each, function field, hop, eh bien on va commencer par vérifier la longueur du champ en question, du champ parcouru. Donc la valeur, donc on prend la valeur que l'on d'un champ, par exemple ici si on met tata, eh ben, la valeur ça sera tata, et on prendra sa longueur. Si sa longueur est inférieure ou égale à 0, donc en gros si le champ est vide, eh bien on va afficher error dans la console. Alors c'est parti, hop, se connecter. Ah, alors oui, j'ai oublié, en effet c'est un E majuscule ici. Se connecter, voilà, on a bien 2 erreurs, 4 erreurs, 6 erreurs. Maintenant, si je mets tata ici, on a seulement, c'est monté de 6 à 7, car il y a seulement ce champ-là qui est vide. Dans le cas où il y a un champ de type email, on va vérifier si l'email entrée est valide. Donc pour ce faire, on va se créer une petite méthode ici, isEmail, égale function. Ici, ça va être une méthode privée, donc on rajoute pas self parce que on veut seulement qu'elle soit accessible seulement à l'intérieur de notre module. Pour vérifier l'email, on va utiliser une expression régulière. Égale, voilà, email. Donc c'est une expression régulière que j'ai récupérée, je crois, sur le site le site de la fondation de Mozilla. Je crois qu'il est également possible d'utiliser un objet regex pour faire nos expressions régulières. J'ai préféré ce type pour des soucis de performance, je vous mettrai le lien en description. Donc maintenant, on va return notre expression régulière, le résultat de la méthode test de notre expression régulière. Donc il nous renvoie true ou false si la valeur entrée ici match avec notre pattern. Maintenant, on va créer une petite classe CSS qui aura pour but de styliser nos champs en cas d'erreur. Donc on va la nommer check, et on va simplement commencer par faire une bordure rouge. Je crois que les bordures elles étaient de 2 pixels, donc on va mettre ça, voilà, rouge. Donc pour ce faire, maintenant, on va, en cas d'erreur, ajouter cette classe à un champ. Donc on va utiliser class list, et on ajoute notre classe qui s'appelle shake. On voit ce que ça donne. Voilà, là on voit bien que nos champs sont rouges, quoi. On va également vérifier notre condition avec les emails, donc field type, donc si c'est un type email, si notre champ est de type email, et qu'il ne remplit pas notre regex, notre expression régulière, eh bien on ajoute la classe à notre champ. Voilà, donc si on se rend dans notre DOM, et qu'on regarde de notre champ, si on fait un se connecter, eh bien on voit bien que la classe check a été ajoutée au champ où il y a des erreurs. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une petite animation. On veut faire en sorte que dès qu'il y a une petite erreur, notre champ s'agite. Alors pour ce tuto, j'ai pas réalisé l'animation moi-même, parce que c'est pas l'intérêt de ce tutoriel. Donc j'ai pris l'animation sur animate.css. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté border color de couleur un peu rouge, ici. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. Se connecter, voilà. Donc là, maintenant, on a bien nos champs qui s'agitent en cas d'erreur. En revanche, si l'on reclique dessus, on voit que ça s'agite plus. Alors pourquoi donc? Si on retourne dans notre DOM,
on voit que notre classe est toujours là. Nous, ce que l'on aimerait bien faire, c'est qu'elle disparaisse à la fin de l'animation. Donc pareil, là on va écouter un petit événement sur notre champ en question, donc add event listener, à l'animation, donc quand l'animation prend fin, donc animation end, alors ce que l'on fait, c'est qu'on va retirer la classe. Donc pour ce champ-là, donc on utilise le contexte this, on fait pareil avec notre classe list, on retire notre animation. Donc ici, on retire notre classe, donc ici, check. Voilà. Donc là maintenant, se connecter, et là on voit bien, hop, que la classe a été retirée. Et le tableau ici que l'on a initialisé, eh ben, on va lui ajouter une valeur true. Donc à chaque erreur, notre tableau va se remplir. Pour faire simple, ce qu'on va faire, c'est qu'en sortie du for each, on va l'afficher dans la console. Donc console.log errors. Hop, console, et là on clique se connecter. Donc là on voit bien que notre tableau a été alimenté par true à chaque erreur. Donc si on fait s'inscrire ici, pareil. Donc là maintenant si je mets un mot de passe, je mets ça. Donc là actuellement c'est de 4, donc normalement ça devrait être valide, donc on devrait avoir un tableau de 3 valeurs. Donc voilà, true, on a bien 3 valeurs. Et ici on a juste simplement ces 3 champs qui s'agitent. Donc maintenant en cas de success, on va juste retourner une petite alerte success. Donc pour ce faire, on va vérifier si dans notre tableau, on a la valeur true. Donc index off, s'il ne trouve pas de true, donc ils veulent nous renvoyer -1. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de true, ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur. On va afficher notre succès, alerte succès, et puis on va soumettre le formulaire. C'est parti. Oui, en effet, là j'ai fait une petite erreur, il faut simplement que je mette à ce niveau-là, parce que sinon il ne comprend pas erreur. Hop, hop, hop. Donc maintenant, si on valide avec tata.fr, et puis là, on va refaire pareil, se connecter, on a bien le success, et là, ça soumet bien le formulaire. Donc maintenant, si on entre une adresse email erronée, genre tata@tata, et tata ici, voilà, notre expression régulière invalide justement ce type d'entrée. Alors maintenant, autre chose, on aimerait faire un petit système d'options, de façon à sélectionner certains formulaires. Donc pour ce faire, on va pouvoir ajouter une classe checker form par exemple ici, et voilà, on veut que notre code fonctionne seulement pour ici le formulaire de connexion. Alors en entrée, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait qu'on renseigne un objet, form par exemple, et nous ici on veut seulement checker form. Voilà, maintenant si on retourne dans notre module, il va falloir lui apporter de la configuration. Donc pour ça, on va utiliser un objet encore, config. Par défaut, il prend tous les formulaires form. Et ici, on va réorganiser un petit peu notre code. Donc tout ce qui se trouve dans init, on va le renommer en execute. Et on va redéclarer notre init pour notre nouveau point de départ. Donc ici, on prend nos options en paramètres, OPTS, et on exécute notre fonction. Exécute, donc celle-ci. On déclare également nos options à l'aide d'une variable option, qui sera égale de nos options que l'on renseigne depuis l'extérieur, ou d'un objet vide. Aussi, on va devoir setter nos options. Donc on va faire une méthode setOptions, sans oublier que ici init devient notre classe, est toujours notre méthode publique, donc c'est celle qui est appelée de l'extérieur et que les autres sont toujours privées. Donc on va faire notre setOption ici. Alors c'est parti, setOptions, donc c'est une fonction, et on va vérifier si notre valeur option c'est bien un objet, et dans le cas où cet objet n'est pas vide, ça veut dire qu'on a renseigné des options depuis l'extérieur. Donc on vérifie tout ça, si options est un objet, object, et que notre objet en question, object.keys, options, n'est pas vide. Donc, eh bien on va parcourir notre liste d'options, enfin nos options, var property, donc pour chaque propriété qu'il y a dans options, on vérifie d'abord si cette propriété existe réellement, donc config de property, si c'est pas du undefined, eh bien on va venir écraser
la configuration de base de notre module et la remplacer par l'option que l'on a renseignée à l'extérieur. Property. Et maintenant, on n'oublie pas de renseigner, donc là quand il y avait form, on renseigne config.form. Donc on valide, et maintenant, toute logique, ça devrait seulement fonctionner pour la connexion. Si on clique sur inscription, donc là, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est parce que, voilà, ici, il faut bien mettre sélecteur de classe. Donc maintenant, ici, ça ne fonctionne pas. Ça prend bien en compte le formulaire de connexion. Pareil, on peut faire la même chose pour ce qui est de notre classe d'animation, qui s'appelle actuellement Shake. Eh bien, on peut mettre ici comme valeur animation class, Shake. Et on va justement du coup modifier à chaque shake. Donc ici, config.animation class. La valeur, on va la modifier à chaque fois. Ici, on remplace, et je pense que c'est tout. Voilà, de cette façon, maintenant, si on refait la même chose, bah voilà, il n'y a rien qu'à changer du côté, sur notre rendu, il n'y a absolument rien qu'à changer. En revanche, côté code, on peut désormais renseigner des options comme bon nous semble. Donc si on veut que notre classe se nomme plus check, mais Toto, par exemple, et bien là, donc du coup, dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner. Si on en renseigne dans nos options, animation class, Toto, eh bien ça devrait fonctionner de nouveau, voilà. Alors concernant les compatibilités navigateurs sur Firefox, on va voir ce qu'il en est, voilà, ça fonctionne bien. Sur Internet Explorer, en revanche, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi? Si on affiche la console, on voit que la propriété from n'est pas reconnue. En effet, Internet Explorer n'a pas renseigné la propriété from sur l'objet array en JavaScript. Donc si vous tenez à ce que Internet Explorer fonctionne bien avec ce module-là, eh ben, je vous mettrai le lien d'un polyfill en description pour que vous puissiez pallier à ça. Donc maintenant, à vous d'améliorer ce début de module. Je vais vous donner quelques pistes. Vous pouvez par exemple garnir la partie de vérification en ajoutant plusieurs conditions, en fonction de chaque champ. Pourquoi ne pas créer un sous-module pour ça d'ailleurs? Aussi, rendre le module compatible à d'autres éléments de formulaire, comme des selects, checkbox, radio button, etc. Vous pouvez également retourner un message spécifique à chaque champ en cas d'erreur. Vous pouvez rendre ce module compatible aux spécificités ES6. Dernière piste, vous pouvez aussi donner la possibilité d'utiliser Ajax. Donc lorsque tout est OK à la soumission, faire une petite option « Je veux utiliser Ajax ». C'en est terminé pour cette vidéo. Le but ici était de créer un module à l'aide du module pattern en JavaScript. Ce module en question consistait à vérifier des conditions à la soumission d'un formulaire. Toutefois, n'oubliez pas de faire vos vérifications côté serveur. Allez, maintenant à vous de jouer avec les pistes que je vous ai données il y a quelques instants. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!